Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes dans le fameux simulateur que j'ai mis en ligne il y a peu. C'est un petit outil, hein, l'outil en lui-même est léger, hein, c'est rien de formidable. C'est un petit fichier HTML que l'intelligence artificielle m'a produit très rapidement, que j'ai appelé simulateur de transition sociétale finalement. Au début, je l'avais appelé simulateur de transition systémique, mais c'était pas exact parce qu'il n'en couvre pas le spectre. Son rôle est de parler de l'échouage du économique du XXe siècle, reposant sur le travail pour la création et distribution de la création de richesse, ce qui est donc avéré. Le travail ne sera plus le pilier central, et c'est une très bonne chose, hein, c'est hautement souhaitable, c'est une évolution très positive pour l'humain. Mais en arrière-plan, ce qui n'est pas simple, c'est les algorithmes qui figurent ici. Ces algorithmes sont la résultante de mes décennies de recherche prospective, combinées aux données authentiques existantes. Donc c'est chacun des paramètres que vous modifiez ici a une influence sur l'ensemble des indices, hein. Tout réagit, tout interagit, donc ça fait que vous avez l'expression du fonctionnement de la société résumée dans ces quelques paramètres, de façon à ce que la visualisation soit aussi simple, aussi accessible que possible. Pour comprendre de quoi il retourne, j'ai ajouté aujourd'hui des infobulles dans chaque indice, de sorte que vous pouvez comprendre exactement de quoi il retourne. C'est important de le comprendre parce que chaque élément a sa raison d'être. C'est-à-dire que le modèle du travail, le modèle reposant sur le travail a fonctionné. Il a été introduit il y a moins de 100 ans, hein, au milieu des années 30, suite à la crise de 29. Il fallait trouver une solution pour élever le niveau de vie de la population, et la solution était que tout le monde ait un revenu, donc un salaire, donc un travail. Et donc on a mis en place le modèle industriel de production de masse, avec la société de consommation qui a prospéré et qui a amené son plein développement sociétal. Ça a fonctionné parce qu'on venait de loin. À l'époque, la société était très minime dans son niveau de développement. Et le travail même s'il est la façon la plus inefficace de créer de la richesse, quand il n'y a rien, faire plus, c'est toujours ça de gagner. Et il a été rentable tant que l'énergie était suffisamment bon marché pour compenser son inefficacité. C'est un modèle qui a pris fin quand l'énergie a cessé d'être bon marché, donc avec avec les crises pétrolières, qui a mis fin aux 30 glorieuses, et à partir de ce moment-là, eh bien, il a fallu se mettre à subventionner le travail pour compenser son inefficacité, son manque de rentabilité, et c'est ce qui fait que nous retrouvons aujourd'hui dans cette société endettée, qui sacrifie les acquis sociaux, qui largue de l'humain comme un aérostier largue du lest. Et c'est le travail qui est évidemment responsable de l'inégalité, de la pauvreté, de la misère, parce que dans un système reposant sur le travail, celui qui n'en a pas crève, tout simplement. Et donc, il est maintenant que les structures de la société ont évolué, que la technologie a progressé, que l'état de la connaissance est supérieur, qu'on a éduqué la population, passer à un modèle suivant est évidemment très intéressant. C'est là qu'on va retrouver de la performance sociétale, du développement sociétal, et qui va permettre d'aller plus loin dans la société. Au lieu de reculer sur les acquis sociaux pour continuer de faire progresser le XXe siècle, on va remplacer la société existante, et c'est pour ça que finalement j'ai décidé de l'appeler simulateur de transition sociétale, parce que la clé c'est ça. La transition sociétale est en fait le socle de toutes les autres transitions. Il n'y aura pas de transition écologique tant qu'il n'y aura pas eu de transition sociétale. Tout simplement parce que ce n'est pas la croissance qui pollue, c'est l'emploi. Pour avoir la croissance, c'est un flux, ce n'est qu'une valeur. Elle repose sur ce que la société valorise. Elle peut valoriser n'importe quoi. Alors que le travail est un stock. Comme l'environnement, la pollution est un stock. Et le travail consiste en extraction
de quelque chose de l'environnement pour le transformer en valeur. Et donc, ravager l'environnement. Pour que tout le monde ait un travail, il faut ravager l'environnement, il n'y a pas le choix. C'est la raison pour laquelle on a connu cette formidable accélération des ravages de l'environnement dans le dernier quart du XXe siècle. Moi qui n'a même pas 60 ans, quand j'étais jeune, on faisait 10 km en voiture, le pare-brise était recouvert d'insectes, on buvait aux fontaines, l'eau des puits était buvable. Et donc aujourd'hui, à peine quelques décennies plus tard, alors les oiseaux ont quasiment disparu, les mammifères ont connu une attrition, les mammifères sauvages ont connu une attrition de 60%, il n'y a plus d'insectes, et tout ce qu'on boit, respire, mange est contaminé par des pesticides, des microplastiques, c'est devenu, le monde est vraiment ravagé. Et il est ravagé, pourquoi? Parce que tout au long du XXe siècle, on a parlé de la hausse de productivité du travail, qui est un terme faux, pas erroné, c'est faux. Il n'y a pas eu de hausse de productivité du travail, mais une hausse de la productivité de l'outil de production. C'est-à-dire que une usine produisait de mieux en mieux parce qu'elle optimisait ses processus grâce à des machines, puis à l'automatisation. Et donc, plus on automatisait, plus elle produisait, plus elle était efficace. Et donc, moins il y avait d'emplois. Ça a généré une attrition du nombre d'heures travaillées par des humains en proportion de la création de richesse. Et ça a fait que pour compenser cette attrition, pour que tout le monde ait du travail, eh bien, il a fallu produire frénétiquement de plus en plus. C'est ce qu'on trouve ici, la contrainte de volume marchand, de volume marchand, parce que pour avoir du travail, eh bien, il a fallu accélérer la production, produire de plus en plus vite, de plus en plus de volume, des biens de moins en moins chers pour que les gens puissent les acheter, parce que ça sert à rien de produire si personne n'achète, hein. Et donc, durant de moins en moins longtemps, de sorte que de plus en plus de gens aient un travail, donc un salaire pour pouvoir acheter ces produits de plus en plus merdiques, qu'ils vont devoir racheter parce qu'ils ne durent pas assez longtemps, de sorte qu'ils auront un travail à les refabriquer, etc. Et ça a accéléré continuellement cette frénésie jusqu'au constat que nous connaissons aujourd'hui, où nous nous heurtons à une série de murs. Non seulement la société n'est plus efficace, parce que l'environnement ne s'y prête plus, hein, parce que la qualité de vie n'est plus là, l'environnement est pollué, ça fait que les produits coûtent plus cher parce les produits comestibles deviennent plus rares. Hein, ça devient difficile de produire quelque chose de suffisamment qualitatif ou suffisamment peu non qualitatif pour être plus juste. Mais aussi, on ne peut pas aller plus loin dans le travail. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas aller plus bas qu'à un certain seuil. On ne peut pas dégrader continuellement la qualité. On ne peut pas aller plus bas que merdicimal. On ne peut pas faire une imprimante moins cher que 52 € dans un supermarché. Vous enlevez la marge du supermarché, les frais de transport, de stockage, le machin, le truc. Imaginez à combien a été fabriquée cette imprimante à l'usine. On peut pas aller plus bas. On peut pas aller plus bas que 30 € pour un autoradio. C'est pas réaliste. À un moment donné, il y a un seuil incompressible de matière, d'heures de travail, d'énergie. Et donc, ça fait que on a augmenté la merdicimalité. On a accéléré les flux, hein, on a jeté de plus en plus, on a extrait de plus en plus, on a optimisé dans le but d'avoir du travail de plus en plus merdique, hein, on a baissé les salaires, on a introduit le néolibéralisme dans le milieu des années 80, c'est-à-dire qu'on a favorisé les riches, enfin le capital au détriment du salarié. Le néolibéralisme s'est substitué au libéralisme, qui est la clé de la liberté d'initiative, c'est-à-dire la liberté de s'extraire de sa condition. Et donc ça fait qu'on a surenrichi les riches au titre de la création d'emplois de plus en plus merdiques, pour que les gens travaillent, dans l'unique but que les gens travaillent. Ça ne crée plus de richesse, mais peu importe. Il s'agissait que les gens travaillent, comme si le fait d'avoir un travail, c'est bien. Voilà, et on a oublié une chose, c'est que le rôle des entreprises n'est pas de créer de l'emploi, mais de créer de la richesse.
Et l'emploi n'est pas une richesse, ce n'est pas de la richesse. C'est même le contraire, c'est une aliénation de l'humain. Donc ce n'est pas de la richesse. Maintenant que le système est échu, puis qu'on ne peut plus aller plus loin, là tout le monde s'en rend compte, désormais, en plus avec l'IA qui arrive derrière, qui donne le dernier coup de semonce, l'ultime coup de semonce, là c'est terminé. Maintenant toutes les entreprises licencient, parce que des tas de processus peuvent être automatisés à mort avec ça, et donc ça fait que le travail, voilà, c'est fini, enfin c'est terminé. Moi, j'ai écrit mon livre L'emploi salarié, un mythe passager, dans sa seconde version pour inclure l'imprimante 3D. La première datant de 2011. Entre 2011, où l'imprimante 3D existait mais personne n'en parlait, et 2013, où elle est devenue triviale, ça avait nécessité la réécriture du livre. Je n'ai pas réécrit de livre depuis, mais l'emploi est obsolète depuis plus de 50 ans, en réalité. Et ça fait plus de 50 ans que nous aurions dû évoluer, mais les économies avancées se sont accrochées à la projection du XXe siècle le plus loin possible, et encore aujourd'hui on s'acharne à faire que tout le monde ait un travail, comme si c'était positif. Alors que ce n'est évidemment pas le cas. Ce qui est positif, c'est que chacun ait un rôle dans la société, ce qui est quelque chose de très différent. Et c'est la raison même d'être de ce simulateur qui vous permet d'appréhender la possibilité d'une création de richesse différente de celle que nous avons connue au XXe siècle, qui reposait sur la production industrielle de masse. Par le passé, avant le XXe siècle, la production de richesse provenait d'ailleurs. Il y avait des gens qui n'avaient pas du tout de revenus. En 1900, le niveau moyen de pouvoir d'achat était proche de zéro. Mais les gens n'étaient pas forcément pauvres. Ils vivaient chez eux, ils s'occupaient ils vaquaient à leurs occupations, ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas soif, ils n'avaient pas froid, ils avaient un toit sur la tête, voilà, ils vivaient. C'est en ajoutant la contrainte du système qu'on a mis en place d'élévation du niveau de vie, faire en sorte que tout le monde ait accès à l'éducation, la santé, la démocratie, etc., etc., c'est que tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Avant, on n'avait pas besoin d'argent. On pouvait vivre sans argent. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, ça a fait que pour créer cet argent, il a fallu mettre en place un système qui a pris fin il y a plus de 50 ans, quand l'énergie est devenue trop chère pour compenser le manque d'efficacité du travail. Et donc, la société s'est enfoncée. Et avec ce simulateur de transition sociétale, vous avez la possibilité d'observer non seulement les conséquences sur la vie, c'est-à-dire l'abolition de la misère que vous avez ici, la dissipation écomatérielle, c'est-à-dire l'écologie, parce que le fait de mettre fin au travail fait que l'industrie automatisée, soulagée de la contrainte de créer de l'emploi, peut produire moins, mieux, plus sophistiqué, plus cher, mieux valorisé, plus durable, et donc réduire l'empreinte écologique de la population. On va faire le tour du simulateur. Donc je vous évite les critiques les commentaires sur les indices, puisque vous avez ces petits points d'interrogation qui vous permettent de comprendre. Ici, vous avez 3 paramètres. Système actuel sous tension, transition plausible en 2035, régime post-travail mûr. Alors, les 3 sont les mêmes, ça mène au même endroit, hein, mais avec des pré-paramètres. C'est-à-dire que, voilà, nous en sommes là. On peut modifier librement chacun des paramètres pour en voir les conséquences, mais aujourd'hui nous en sommes là. En 2035, ça veut dire que le système se sera crashé. Là, nous allons tout droit au crash. Hein. Plus personne n'en doute. Maintenant, la crise, elle arrive. Tout comme nos ancêtres, nos prédécesseurs dans les années 30 ont mis en place ce système suite au crash de 29 qui s'est répercuté chez nous. Et qui ont mis en place un système qui finalement est arrivé à peu près similaire ailleurs, parce que les suites logiques sont logiques, hein, je veux dire, il y a jamais 36 voies, hein, ou bien on s'effondre, ou bien on progresse. Et puis progresser, il y a toujours qu'une seule voie possible. Et donc, ça fait que d'ici 2035, la société s'étant crachée, forcément, les conditions auront changé. Et ça fait que
Par exemple, système actuel sous tension 57, vous voyez cet indice. Si j'avais mis en ligne ce simulateur de transition sociétale il y a 15 ans, eh bien, cet indice de basculement, il aurait peut-être été à 42. Si je l'avais mis il y a 40 ans, il aurait été à 34. En arrivant dans un environnement post-crash, donc post-crise de 29, eh bien, on voit que l'indice de basculement va exploser. Ça signifie qu'à ce moment-là, la résistance sociale au changement va changer, parce que aujourd'hui, on s'accroche à l'idée, c'est parce qu'on travaille pas assez, il faut travailler plus. C'est absurde. C'est ce qui nous ruine, c'est les aides sociales, c'est l'État-providence. Il faut diminuer l'assistanat. C'est absurde. Macroéconomiquement, c'est complètement idiot. Hein. C'est même le contraire, en fait. Mais peu importe, on en est là. Il faut se remettre au boulot, il faut travailler plus longtemps, il faut retarder les retraites, il faut supprimer les 35 heures, il faut contraindre ceux qui travaillent pas, c'est des glandeurs, blablabla. Voilà, on en est là. Donc c'est une phase ultime avant qu'on constate que non, finalement c'était pas ça. Puis hop, là ça va se cracher. Et puis une fois que ça sera craché, tout le monde se dira maintenant on fait quoi? Et donc là, ça fait que les gens seront ouverts aux propositions et donc l'indice de basculement sera à son maximum. Et ici, on a le régime post-travail mûr. Ça fait qu'on a mis en place la transition sociétale. On est, à 2045, 2050. Les structures de cette nouvelle société se développent, elles se déploient, le système s'installe. Il est mûr. On est dans nos 30 glorieuses du 21e siècle, qui repose sur une économie de croissance régénérative. C'est pas de la croissance verte, hein, c'est régénératif. C'est régénérer l'environnement, c'est la clé de notre prospérité au XXIe siècle. Alors on va partir sur différentes bases. Donc déjà, je vais mettre ici l'option dynamique, où il y a encore lecture systémique. Lecture systémique, vous voyez, c'est des commentaires sur les conséquences des réglages existants ou que vous avez établis. Donc vous voyez que les textes changent. Et la lecture dynamique, vous observez en direct l'évolution des courbes en fonction de ce que vous touchez. Et pour bien comprendre ce qui se passe, là vous voyez aujourd'hui qu'on est à abolition de la misère, c'est 12, c'est très insuffisant. 12, ça veut dire que ça veut pas dire qu'il y a 12% de misère. Ça veut dire qu'on a un indice de 12% de lutte contre la misère. C'est très différent. Plus ce chiffre est élevé, puis plus on lutte contre la misère, et donc moins il y en a. Et pour avoir ça, il faut remplir des conditions. C'est-à-dire qu'il faut avoir le moins de travail possible, puis que les gens aient quand même de quoi vivre le plus possible en parallèle. Et puis plus vous faites ça, puis plus vous abolissez la misère. Et dans le système de transition sociétale, qui est défini par ce système, par ce simulateur, la misère est quasiment abolie. Sauf situation, circonstances exceptionnelles, la misère n'existe plus. Alors nous allons voir maintenant les conséquences en prenant l'exemple de 3 pays, puisqu'on connaît le nôtre, mais on ne connaît pas bien d'autres. On va commencer par l'Afghanistan. L'Afghanistan qui a l'avantage d'être très archaïque. C'est peut-être le pays le plus archaïque du monde. Alors, l'automatisation productive en Afghanistan, il n'y a pas. La seule chose qui soit automatique en Afghanistan, c'est les Kalachnikov. Revenu garanti, il n'y a pas. À part une petite élite qui se partage quelques richesses qui existent dans le pays, il n'y a rien du tout. Capital diffusé, mais rien du tout. C'est quelques personnes, une infime fraction de la population a la capacité d'acheter une voiture, d'investir, de créer un commerce, mais très peu. Hein, les commerces ont plus tendance à fermer qu'à ouvrir. Hein. L'économie contributive, ainsi que l'intelligence distribuée, 0. C'est simple, c'est interdit. Tout ce qui est intelligent est interdit. Pas de musique, pas de peinture, pas d'art, et les gens n'ont pas le droit de se parler entre eux. Les femmes n'ont même pas le droit de parler du tout si on les entend. Donc, faut imaginer s'il y a de l'intelligence distribuée.
L'intelligence distribuée, c'est la capacité de coordination de l'humanité. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle produit un effet particulier que les capacités mentales des individus vont se cumuler au lieu de se confronter. Aujourd'hui, lorsqu'un groupe se constitue, l'intelligence du groupe, l'intelligence moyenne du groupe n'est pas beaucoup plus élevée que l'intelligence la plus élevée du groupe, voire même plus bas. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, la chose change radicalement. Parce que comme elle doit apprendre, comme elle a un modèle d'apprentissage, lorsqu'un groupe produit quelque chose quelque part, elle apprend, et quand un autre groupe l'interroge sur cette chose, elle lui transmet. Ça fait qu'on distribue cette intelligence sur tous les sujets. Et donc, c'est un élément, et ça sans que les groupes aient même connaissance les uns de l'existence forcément les uns des autres. Et donc, ça fait que tout individu sur cette planète qui est connecté, même indirectement à l'intelligence artificielle, quand vous êtes connecté sur votre smartphone, que vous envoyez un email, que vous regardez des vidéos, que vous êtes connecté à des réseaux à des systèmes de statistiques pour la publicité par exemple, hein. Vous êtes pisté, vous êtes traqué, tout ça, ça donne lieu à de l'information statistique, donc à de la connaissance qui est partagée dans le monde entier, et qui donc donne accès de manière transparente aux autres à cette connaissance, sans savoir que vous existez. Vous êtes réduit à l'état de données anonymes qui semblent sans importance, mais qui sont en réalité des molécules de connaissance. Et ça rend la population beaucoup plus capable de créer des choses. Regardez le simulateur qui est en ligne là. Je n'aurais pas été capable de le faire sans l'IA. J'ai bénéficié de la compétence d'autres gens qui ont passé leur vie à imaginer non seulement cette IA, mais aussi le web, le code, etc., etc., etc. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai programmé mon IA, je lui ai transmis mes 20 ans de recherche sur la transition systémique. Je l'ai programmé pour qu'elle comprenne cette logique, parce que quand je suis arrivé sur mon IA, et tout ce qu'elle avait à me soumettre comme réponse d'évolution économique, c'était ce que tout le monde dit partout. C'est les propos mainstream. Et moi, je lui disais, non, il faut faire ça, puis elle m'opposait, non, parce que. Puis moi, je lui disais, eh bien, parce que, clac, clac, clac. Puis petit à petit, c'est mis en place dans sa pensée artificielle, c'est mis en place la logique, puis elle a compris. Elle a compris que le modèle que je soutenais était beaucoup plus plausible, puis elle en a conçu une vision globale. Je l'ai programmé pour ça. Je lui ai transmis ma connaissance. Et maintenant, je vois que quand on lui pose la question sur moi de manière anonyme, eh bien, son propos sur ma personne a changé. Parce que elle est en train d'intégrer de différents éléments. Ça fait que elle a reçu mes idées. Alors maintenant, elle se met à les comparer aux idées du monde, à voir ce qui est le plus pertinent, et elle commence à évoluer. Ça veut dire qu'elle diffuse progressivement ce que moi je lui ai impliqué, et moi je bénéficie en contrepartie de la capacité de vous fournir ce simulateur que elle m'a créé et que je n'aurais pas été capable de faire. J'ai été capable d'élaborer les paramètres qui déterminent le fonctionnement de ce simulateur grâce à ma recherche prospective, et puis elle a été capable d'en faire un simulateur. C'est de l'intelligence distribuée. J'ai bénéficié d'une distribution d'intelligence. La circularité. Alors en Afghanistan, il n'y a pas de circularité. Hein. On prend, on consomme, on jette. Hein. Je veux dire, voilà, tout passe à la décharge. Qualité et durabilité, ben c'est simple, ils produisent pour ainsi dire rien. Et puis il y a rien qui est vraiment traité. Il y a peu d'épuration des eaux. Voilà, c'est pas. Donc il y a rien. On est Et l'inertie institutionnelle, eh ben on l'a vu. Il a fallu, après des décennies de guerre de haute intensité, eh bien, c'est toujours les talibans au pouvoir. Hein, donc, autant dire que la résistance sociale au changement est à son maximum. Et donc, ça se traduit par, ici, vous voyez la courbe du changement qui est très basse. Hein,
On va aller voir les chiffres, indice de basculement 0, donc il n'y a aucun risque que ça bascule. Hein. Aujourd'hui, ça va pas changer. Stabilité sociale à 1. Pourquoi elle est aussi faible? Ben, parce que la population, elle est là, il n'y a rien qui bouge. Hein. Il y a pas une tête qui dépasse. Hein. C'est plus stable, c'est difficile. Hein. Mais c'est une instabilité précaire. Parce qu'il suffirait qu'il y ait un moment de faiblesse pour que tout s'embrase. En réalité, cette stabilité sociale apparente ou consistant à flinguer en public quelqu'un pour faire des exemples tous les jours, est une instabilité chronique. Hein. La dissipation écomatérielle, elle est inversement proportionnelle à l'inefficacité de leur économie, de leur modèle économique. Puis l'abolition de la misère est à 1. On ne fait rien contre la misère. Tout le monde est dans la merde. Point. Les gens crèvent de faim, il n'y a pas de soins. Les femmes, par exemple, ne peuvent pas être soignées, puisque les femmes doivent être soignées par des femmes. Elles ne peuvent être touchées que par des femmes. Seulement les femmes n'ont pas le droit d'étudier. Donc elles ne peuvent pas être médecins, donc elles ne peuvent pas soigner des femmes, donc les femmes ne peuvent pas être soignées. Puis de toute façon, même si elles sont médecins, elles n'ont pas le droit de travailler. Donc la question est réglée. Donc les femmes ne sont pas soignées. Une femme qui tombe malade, elle meurt, et puis c'est tout. Puis voilà. C'est dire où ils en sont. Il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'aide sociale, il y a rien. Alors ça donne cette position absolument ubuesque. On va voir les indicateurs. Contrainte de volume marchand, 100. C'est-à-dire que le peu que l'Afghanistan produit, il doit le produire le plus possible. Il y a pas le choix. Il n'a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre voie de création de richesse. Le besoin social en travail salarié est de 100. Il n'existe pas d'autre possibilité que de faire travailler quelqu'un pour créer quelque chose. Ça veut dire que traire des chèvres, c'est pas qu'il y a une machine à traire des chèvres. On traite les chèvres à la main. Point. Voilà. C'est capacité productive autonome bas 0, revenu distribué 3 fois rien, capital partagé, il y a rien, de toute façon il y a pas de capital à partager, hein, ou très peu. Hein. Il y a vraiment juste un petit peu de richesse que quelques élites se partagent. Légitimité du régime 4, bah oui, il y a rien de moins pertinent. La légitimité du régime, c'est la pertinence à rester dans le système dans lequel on est puis qui ne fonctionne pas. Hein. Les opportunités effectives 1, c'est vite vu, les gens n'ont accès à rien, hein, ils ont rien le droit de faire. Hein. L'assiette économique élargie, alors c'est très simple, tout le monde est exclu. c'est grosso modo. Hein. Alors je caricature, hein, parce que à Kaboul il y a quand même quelques commerces, il y a quand même, mais globalement, je veux dire, chez nous on a les miséreux et les retraités qui sont exclus, hein, du système productif. Les retraités, c'est quoi? C'est des gens qui sont mis au rebut. On n'est plus apte à travailler, donc on est mis au rebut. Puis les miséreux sont des acteurs économiques distants. Donc ils ont une petite interaction avec l'économie, mais faible. C'est pas les gens au RSA qui vont créer le plus de richesse. Hein. C'est une condition qui est inscriptive, et donc ça fait que quand vous êtes au RSA, vous en sortez pas. C'est fini, vous y êtes, vous y restez. Hein. Vous n'avez ni les opportunités, ni... En plus, maintenant, il y a même l'obligation de faire quelque chose pour justifier du RSA. Ce qui est ni plus ni moins que de l'esclavage, avec en plus l'inconvénient que pendant que vous faites quelque chose pour justifier le RSA, eh bien, vous n'essayez pas de vous en sortir. Donc, on vous aliène votre aliénation. c'est vraiment, c'est la bêtise par excellence, quoi. Alors qu'au contraire, on devrait profiter du fait que la personne est là pour lui donner des moyens de s'en sortir. Pas l'accompagner sur la réinsertion en lui disant vous devez travailler, il faut travailler. Non, il faudrait aider la personne. Faudrait lui dire voilà qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, puis lui donner des moyens, de l'argent. Vraiment de l'argent, hein. Lui dire pas de problème, on va vous trouver le financement pour faire ça. Puis on va vous aider à le créer, voilà. Ça, ce serait dynamique. Et on en est loin. Maintenant, on va passer à un autre pays qui est l'Iran. Pourquoi l'Iran? Parce qu'il est un peu moins archaïque que l'Afghanistan, et ils ont la population du monde musulman la plus éduquée. Ils ont même un niveau d'éducation qui est largement équivalent au nôtre, voire supérieur. Hein. Ils ont énormément d'ingénieurs, de scientifiques, je veux dire, ça s'invente pas. Hein. Alors, l'automatisation productive, alors ils en ont pas beaucoup, mais ils en ont. Les drones Shahed sont construits dans des usines automatisées. Ils construisent des voitures de manière encore très manuelle, et puis l'agriculture est très très manuelle. Hein. Il y a assez peu d'agriculture massive, mais peu importe. Ils ont quand même de l'automatisation. Ils savent ce qu'est un robot. Le revenu garanti, ils ont.
un peu de revenus garantis, hein. Il y a un vrai système de santé, il existe des aides sociales très basiques, très rudimentaires, mais elles existent. Capital diffusé, eh bien, en Iran, on peut emprunter à une banque pour acheter une voiture, une moto, une maison, créer un commerce, son entreprise, ouvrir un garage, voilà. L'économie contributive. Alors ils en ont un petit peu, hein, parce qu'il existe des initiatives locales à gauche à droite, ils en ont un tout petit peu. L'intelligence distribuée, ils en ont un petit peu, parce que les Iraniens sont non seulement bien éduqués, donc ils savent utiliser les outils modernes, hein, les outils intelligents, et quand Internet n'est pas coupé par les mollahs, eh bien, ils en profitent pour s'organiser. C'est pas pour rien qu'il y a eu le soulèvement qui s'est passé dernièrement. La circularité. Bon ben il y en a pas, il y en a pas énormément, mais ils font comme nous. Ils ont quand même un certain niveau de recyclage. C'est-à-dire que ils recyclent l'acier, l'alu, le verre, le cuivre, les métaux précieux. Il y a tout un tas de choses quand même que l'Iran recycle, évidemment, comme n'importe quelle économie. La qualité et la durabilité. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que les drones Shahed sont durables. Ils le sont tant qu'ils restent en stock, hein. Une fois qu'ils sont en vol, leur durabilité n'est pas garantie. Et puis, une fois qu'ils se sont crashés, la durabilité environnementale, eh bien, elles sont un sacré coup. Mais ils sont de bonne qualité parce qu'ils fonctionnent, hein. Donc, il y a un petit peu quelque chose quand même. Voilà. Puis l'inertie institutionnelle, ben, on l'a vu, gros soulèvement, Trump qui bombarde le pays. Ça n'a rien changé du tout. Ça a fait un massacre dans la population. Donc, inertie institutionnelle totale. Et donc, on arrive à un résultat. Alors, indice de basculement, ben ouais, on n'est pas loin de changer, on n'est pas près de changer. La stabilité sociale, c'est pareil, hein, le peuple attend l'opportunité de se soulever, hein. La moindre opportunité engendre un embrasement. Et donc là, il se passe rien, donc ça donne un aspect de stabilité sociale. Les mollahs disent oui, on a rétabli la paix sociale, tout est stable. Oui, c'est stable sous la contrainte. S'il soulage un peu la contrainte, bam! C'est vraiment sous la contrainte. C'est une cocotte minute. Dissipation écomatérielle, eh bien, ma foi, c'est la conséquence de leur modèle économique hyper inefficace. Ça se ressent en particulier sous la sécheresse. L'Iran connaît une sécheresse terrible parce que les mollahs, dans leur profonde, insondable incompétence, ont mis en place un système agricole avec de l'irrigation illimitée. Alors ils ont vidé les barrages, les nappes phréatiques, c'est la sécheresse partout pour pouvoir irriguer. Et donc ils ont détruit leur capacité. La sécheresse est une forme de pollution. Il n'y a pas que la dissipation écomatérielle. Si on dit éco-matériel, si j'ai insisté sur ce terme, c'est pas pour rien. C'est parce que matériel, c'est les décharges, hein. On jette des molécules qui pourraient être recyclées, hein. On jette des poubelles, on crée des déchets. Et puis éco, parce qu'il y a de l'écologie. La dissipation, c'est l'impact environnemental de l'humain sur la ressource en eau, sur la biodiversité, sur etc., etc., etc. Donc et là, on voit qu'ils sont vraiment mauvais, quoi. Et l'abolition de la misère, eh bien, rien, ils font rien contre la misère, pas grand-chose. Il y a un petit système social, mais qui est assez limité, quoi, hein. Ici, c'est marqué niveau solide. C'est parce que l'algorithme, ça serait très compliqué de créer un algorithme pour chaque indice, hein. Et donc, ça fait que plus c'est élevé, plus ça correspond à une phrase type, qui évidemment ici fait un peu. Mais c'est vrai que c'est très solide, hein. Ils auront beaucoup de peine à abaisser cette dissipation écomatérielle. Maintenant, on va aller en Chine. Et la Chine, alors là, c'est automatisation à donf, hein. Revenu garanti, eh bien, ils ont un vrai système de santé. Ils ont un système de retraite. Ils ont les paysans qui vivent dans leur campagne reçoivent une petite pension pour les aider à survivre en attendant de pouvoir s'extraire de leurs conditions ou se moderniser.
Ils ont quand même un système de revenus garantis minimaliste. Le capital diffusé, c'est comme chez nous, hein, je veux dire, les Chinois, ils investissent, ils achètent, ils voyagent dans le monde entier, ils font leur vie, quoi. L'économie contributive, en Chine, il y en a un peu. Les Chinois aiment bien, ils ont cette tradition de se prêter parmi de l'argent pour créer des commerces. Hein. C'est une tradition chez eux. L'économie contributive est quelque chose d'assez puissant en Chine. Même si elle est indicible, elle est invisible. Hein. Ils ont des systèmes de cagnottes, des systèmes de tournus. Ils ont ils ont tout un tas de concepts et ils s'aident les uns les autres, ils se prêtent les uns les autres. En Chine, quand on veut créer un commerce, on va trouver l'argent dans l'environnement. L'intelligence distribuée, eh bien en Chine, les étudiants exploitent à fond l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est autorisée dans les universités. Tout le monde est connecté en permanence sur les smartphones. Il suffit d'aller voir sur le TikTok chinois à quel point la vie sociale chinoise est dynamique. À quel point ils ont un niveau socioculturel qui est bien plus élevé que ce qu'on imagine. La circularité, eh bien, c'est la Chine qui est championne du monde aujourd'hui. À peu près 60, je pense que c'est à peu près juste. C'est eux qui font le plus pour le recyclage. Ils recyclent absolument tout et leur fabrication sont des biens recyclables. Les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries de voitures, etc., etc. Ça fait qu'on peut parler d'une qualité et d'une durabilité qui sont supérieures à la moyenne mondiale. Hein. Aujourd'hui, la Chine est la référence en matière d'énergie renouvelable et aussi de nucléaire. C'est eux qui installent le plus de réacteurs nucléaires, même si le nucléaire ne représente même pas 5% de leur production d'électricité. C'est eux qui construisent le plus de réacteurs nucléaires dans le monde. Ils en construisent plus à eux tout seuls que toute la planète réunie. Ils lancent chaque année environ 6 réacteurs nucléaires, alors que sur le monde, quand ils en démarrent 2, voire 3, c'est bien, quoi. Donc ils sont vraiment très performants en matière de qualité et de durabilité. Et si je ne peux pas mettre l'indice plus haut, c'est parce qu'ils ont encore des problèmes entre les usines à porc, la consommation de pesticides. La France a un des pires modèles agricoles du monde. L'agriculture française produit massivement de la merde. Mais la Chine, ils consomment encore 4 fois plus de pesticides que nous. Donc on en consomme 2 fois plus que les Américains, mais les Chinois, ils en consomment encore 4 fois plus que nous. Donc c'est une abomination. Donc tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc même s'ils ont des panneaux solaires recyclables, des éoliennes recyclables, des batteries recyclables, des voitures recyclables, ils ont encore des choses à résoudre. Et l'inertie institutionnelle, alors là par contre, je la baisse parce que la Chine est en plein changement. Quand il s'est produit Tiananmen, le gouvernement chinois a promis du changement aux jeunes. Ce changement s'est produit. Ils ont intégré l'économie de marché, ce qu'on a appelé le capitalomunisme. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Et ces dernières années, on a vu énormément de changements, de changements sociaux. En particulier, par exemple, la traque sur les blogs. Il y a encore 5 à 10 ans, on ne disait pas ce qu'on voulait sur un blog. Ça, on risquait la prison. Hein. Et là, ils ont perdu le contrôle. Les jeunes, désormais, disent à peu près ce qu'ils veulent, parce que sinon, ils devraient arrêter toute la population. Et donc, ça fait que la parole s'est libérée grâce à Internet, et ça fait que le système est en train de changer, et certains pensent même qu'après Xi Jinping, le parti deviendra moins central. Et donc, la Chine est en train de s'ouvrir. Dans 15 ans, 20 ans, elle sera une démocratie. Peut-être pas une démocratie comme nous, hein, peut-être une démocratie libérale, mais une démocratie, une vraie démocratie. Déjà aujourd'hui, elle n'est pas la dictature qu'on imagine, même s'ils pratiquent la peine de mort allègrement, qu'ils pratiquent encore l'oppression des Ouïghours. Enfin, tout n'est pas parfait, mais chez nous non plus, hein, tout n'est pas parfait. Hein. Donc, la Chine est en changement, donc il y a bien une possibilité d'évolution. Et là, on voit que l'indice de basculement, il est proche de se produire aussi en Chine, comme chez nous.
La stabilité sociale est plutôt bonne. Hein, il y a une stabilité sociale minimale. C'est la dissipation écomatérielle est au plus bas. Et puis l'abolition de la misère, eh bien, elle est comme chez nous, c'est-à-dire qu'ils luttent contre la misère avec une relative inefficacité en attendant que le système change. Et donc, si on revient maintenant à l'état transition plausible 2035, voilà où nous serons, nous, en 2035, où grâce aux revenus garantis, on va abolir la misère, on aura un indice de basculement très élevé, une dissipation écomatérielle très faible. Je vous laisse lire tous les textes qui sont là, ainsi que les infobules pour comprendre, et je vous souhaite de bien vous éclater à régler vos petits paramètres. N'oubliez pas de visiter en dessous de la vidéo, où je vais vous mettre une série de liens qui vous permettront d'appréhender l'ensemble du concept de transition systémique, ainsi que d'autres choses qui me concernent plus directement et auxquelles j'espère que vous répondrez. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à critiquer en commentaire, et à bientôt.